De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Dieudonné Dabarushimana, ambassadeur du Burundi en France, et également de nos éditorialistes Lucien Pambou et Camille Sari. Tout de suite, le dossier du jour. En Afrique, l'anglais progresse sur les bases du français et pourtant, d'après les prévisions de l'Organisation internationale de la francophonie, en 2050, le continent regroupera près de 85% des francophones, mais à condition que le français demeure une langue d'enseignement. Un reportage de notre correspondant Rwanda, Olive Adjakotan, et de notre correspondant Guinée, Mohamed Lamine Solano. La langue française est langue d'enseignement ou langue seconde dans les pays francophones d'Afrique. Mais elle occupe également une place importante comme langue étrangère au sein des systèmes éducatifs de plusieurs pays non francophones. La sortie du Rwanda de la francophonie et l'adoption par le pays de l'anglais comme langue officielle reste pour certains observateurs un choix politique, sans pour autant nier que le français, depuis quelques années, est en perte de vitesse dans les milieux scientifiques ou d'affaires au détriment de l'anglais. La volonté de certains pays africains francophones d'adopter les langues nationales comme langue d'enseignement ou langue officielle, comme c'est le cas à Madagascar, donne lieu de s'interroger sur l'avenir de la langue française en Afrique francophone. Mais l'optimisme de certains défenseurs du français révèle l'importance de cette langue. Le français est devenu la langue la plus parlée d'Afrique. Le nombre de locuteurs évolue très rapidement entre 1992 et 2002. Le nombre d'apprenants du français en Afrique subsaharienne, par exemple, a augmenté de 60,37%, passant de 22,337 millions à 34,563 millions de personnes. Une tendance qui révèle l'importance de la langue française en Afrique. Cependant, la sortie du Rwanda de la francophonie qui adopte depuis 2008 l'anglais comme langue officielle ou d'enseignement crée le débat sur l'importance du français sur le continent. Mais le français influe encore une certaine génération dans le pays. J'aime le français, j'aime cette langue. C'est une langue apaisante qui démontre la culture. C'est une bonne langue. Ça me permet de m'exprimer beaucoup, de me rappeler des expressions que je n'ai plus utilisées. Hein. Ça fait belle lurette. Et oui, je crois que ça marche. Ça m'aide à me rappeler, savoir que je suis francophone de base. Les établissements de l'école, on parle l'anglais et les Français, on enseigne peu de français. C'est pourquoi que je suis venu ici, pour aussi améliorer la langue française, parce que je l'aime. Nous sommes à l'Institut français de Kigali au Rwanda, le pays des 1000 collines. Ici, plusieurs amoureux du français se retrouvent pour apprendre à parler et écrire la langue de Molière ou renforcer leurs connaissances. L'Institut propose aux amateurs du français des ateliers de formation pour une meilleure promotion de cette langue chez une couche sociale bien identifiée. Il y a encore des générations de Rwandais qui manient parfaitement la langue française. Notre défi à nous, c'est qu'à présent, cela ne s'arrête pas aux aînés, mais que les plus jeunes également apprennent la langue française. Et donc, je ne suis pas inquiète sur le fait que cet héritage se mettra en place, mais ce que je souhaite, bien entendu, c'est que ce ne soit pas un héritage figé, mais qu'ils l'utilisent vraiment dans une pratique quotidienne et en fonction de leurs besoins. Malgré l'adoption de l'anglais comme langue officielle et même d'enseignement par le Rwanda, la présence du français n'est pas non négligeable dans le pays. La langue de Molière s'utilise encore dans de nombreux milieux, le français étant pour certains un outil de promotion sociale ou un outil d'ouverture à l'autre et à l'extérieur. Les autorités rwandaises annoncent la réintroduction intensivement de l'enseignement du français au primaire et au secondaire en 2016, une réforme du secteur éducatif rwandais visant à montrer l'importance du français dans un milieu aujourd'hui bilingue de toute évidence. Journaliste et écrivain, Yamoussa Sidibé a son idée sur le choix du Rwanda d'adopter l'anglais comme langue officielle. Le Rwanda, ce n'est pas la faute des Français, ce qui est arrivé là, c'est la faute du politique. Les Rwandais en voulaient aux Français pour ce qui est arrivé pendant le génocide. Donc là, c'est une décision politique qui a été prise pour changer de cap. Il est vrai que dans le monde entier aujourd'hui, le français est vraiment en perte de vitesse. Quand vous ne parlez que français et que vous sortez de votre pays, vous avez vraiment des problèmes. Vous êtes vraiment un analphabète, vous n'êtes plus un citoyen du monde. Vous êtes obligé de prendre un interprète pour vous adresser à d'autres personnes. Pour de nombreux défenseurs de la langue de Molière, le français est comme l'anglais, même si quantitativement, c'est à une échelle moindre, parlé sur les 5 continents et dans bon nombre d'enceintes internationales.
Mais 34 des 54 pays du continent africain sont membres ou observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. L'exemple du Rwanda de quitter la francophonie ne diminue pas pour autant l'emprise du français sur le continent. C'est mitigé, hein. On peut peut-être se focaliser que sur l'exemple du Rwanda, mais le français évolue aussi dans d'autres pays, des pays anglophones. Au Nigeria, c'est une langue qui est en progression, le français, pour le commerce, pour les affaires. Vous avez de nombreuses entreprises francophones et le français, par exemple, est très parlé aussi à Bissau, de par les liens avec les pays voisins. Il est en progression. À ce jour, 900 millions de personnes utilisent le français à travers le monde, alors que l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, compte 77 pays membres et plus de 890 millions d'habitants, répartis sur les 5 continents. Mais depuis quelques années, des voix s'élèvent dans de nombreux pays sur le continent pour l'adoption de langues nationales comme langue d'enseignement ou langue officielle. C'est le cas de la République de Madagascar, où le français, deuxième langue officielle après le malgache, est parlé par environ 20% des nationaux et maîtrisé essentiellement par les lettrés. Alors que 83,61% de la population ne parle que le malgache, que la nouvelle constitution de 2010 mentionne comme langue nationale, même si le français reste la langue officielle du pays. Mais l'adoption des langues nationales comme langue d'enseignement en Afrique présente des enjeux majeurs. C'est une ambition noble d'avoir les langues nationales comme langue de travail, comme langue d'enseignement à l'école. Mais cela doit être l'aboutissement d'une longue réflexion pédagogique. En Guinée, nous avons eu une mauvaise expérience dans ce sens parce qu'à un moment donné de notre histoire, je crois que c'était le 2 août 1968, la révolution guinéenne, l'État guinéen avait exigé l'enseignement des langues nationales à l'école. Disons 4 langues nationales au moins. Nourrir cette ambition d'avoir une seule langue nationale dans un pays exige d'abord l'unification linguistique dans ce pays. Pour de nombreux observateurs, il est clair que le français n'est plus la propriété exclusive des Français. En Afrique, par exemple, écrivains et conteurs la soumettent à leur vision du monde, pendant que l'homme de la rue invente chaque jour, au gré de l'actualité, de nouvelles expressions et tournures. Alors que la francophonie d'aujourd'hui a été portée par des hommes du Sud, principalement le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Tunisien Habib Bourguiba et le Nigérien Amani Diori, qui ont vu dans la langue française un héritage commun à faire fructifier. L'adoption des langues nationales comme langue d'enseignement en Afrique ne constitue pas une menace pour la langue française. La francophonie est pour la promotion de la diversité culturelle. Des dictionnaires d'ailleurs ont été édités par l'OIF, bilingues, des dictionnaires français Songo, central. Et c'est-à-dire que ça peut servir aussi de passerelle pour encore plus diffuser la langue française. En 2050, la langue française sera africaine et 85% des francophones seront africains. C'est la vision du démographe français Richard Marcoux, qui a dirigé un réseau de 700 chercheurs en démographie de l'Agence universitaire de la francophonie. La langue française progresse en Afrique, même si sur le continent, elle n'est que rarement la langue maternelle pour de nombreux Africains. C'est plus souvent une langue seconde, apprise sur les bancs de l'école. Monsieur Dabarou Chimana, vous êtes ambassadeur du Burundi en France, un pays qui fait partie de la francophonie. Que pensez-vous de cette perte de vitesse du français sur le continent ? Bon, disons, je ne peux pas dire directement que c'est la perte de vitesse. Il faut partir de l'histoire. Donc nous avons le français comme une donnée de l'histoire, notamment à travers les relations traditionnelles que les pays africains ont connues avec les pays comme la France et la Belgique, par exemple. Mais c'est cette langue que nous avons aimée, nous les Africains. Vous savez tous que les Africains se sont plus dans cette langue. Ils l'ont maniée de plusieurs manières, à travers les poèmes, à travers les expressions africaines qui sont devenues des expressions françaises par la suite. Donc, les Africains ont enrichi le français à travers les cultures et les philosophies. Et ça, c'est une donnée, c'est une étape. Maintenant, on a fait de la francophonie, disons de la langue française, un transporteur de valeur. Donc, un transporteur de valeur, maintenant, on doit se poser si cette donnée-là suffit. Il faut évoluer avec le temps. Parce que la langue française fait face à plusieurs défis. Et il faut essayer, à un certain moment, de faire de cette langue
importer d'opportunités et d'opportunités réelles. C'est-à-dire quel type d'opportunités? Opportunités économiques, je veux dire. Il faut parvenir à montrer à la jeunesse africaine que la langue française est une opportunité pour donner de l'emploi, pour créer des économies, pour créer d'autres opportunités, mais réelles. On ne peut pas dire, voilà, la langue française, elle est belle parce qu'elle nous aide à transmettre les valeurs, nous aide à communiquer, elle nous aide à philosopher, à faire de la poésie, mais il faut dépasser ce cadre de la poésie pour aller affronter les problèmes réels que connaît la jeunesse africaine, porteur même de cette langue, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de cette langue. Il faut aller vers cette jeunesse, comme ça, la jeunesse pourra dire, voilà, je suis motivé pour parler cette langue, et ne pas parler autre langue, par exemple. Et je suis d'accord avec le reportage. Le français n'est pas contre les autres langues. Et c'est ça même la force du français. Le français, même à travers l'Organisation internationale de la francophonie, donne une place belle aux langues locales. C'est-à-dire, il faut d'abord promouvoir la langue locale et peut-être la transposer dans le français pour créer son mélange qui nous est tous cher, qui est la francophonie, c'est-à-dire ces valeurs francophones où se rencontre la philosophie de beaucoup de pays qui parlent la langue française. Mais il faut dire une chose, au niveau de la francophonie, il y a des pays aujourd'hui, parce que la francophonie a grandi. La francophonie a grandi et aujourd'hui il y a des pays qui n'ont ni le français comme langue officielle, ni le français comme langue parlée. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ne sont même pas francophones, mais qui sont dans la francophonie. Aujourd'hui même, il y a des questions qui se posent. Si aujourd'hui on parle à la francophonie, on parle le français, ou si on parle de la francophonie. En fait, c'est une façon de dire. Il y a des pays qui ne parlent pas le français, mais qui sont dans la francophonie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? La promotion du français doit toujours être le cheval de bataille de la francophonie. Et je pense que c'est le cahier de charge du futur secrétaire général de la francophonie, de l'OIF, je vais dire. Donc, il faut que ce français-là, qui nous est touché, qui nous a rassemblés dans tous les continents, de tous les 5 continents, il faut que ce français-là commence à être reconforté à travers des actions claires, des actions réelles. Non seulement on ne peut pas rester à réciter les poèmes, à faire de la musique, mais les gens sont en train ils n'ont pas d'emploi. Les gens demandent qu'il y ait la création de micro-entreprises. Il faut que ce français-là puisse coller à ces besoins réels de la jeunesse africaine, parce que l'Afrique, c'est l'avenir de la francophonie, mais avec quoi? On reviendra sur cette notion. Lucien, c'est intéressant ce que dit monsieur l'ambassadeur. Le français, pour survivre, doit non seulement être vecteur culturel, mais aussi vecteur économique, montrer des opportunités aux personnes qui pratiquent cette langue. Bien sûr, Fanny, ce que dit monsieur l'ambassadeur est tellement vrai que la question autour de la langue française est devenue aujourd'hui, il y a 3-4 ans maintenant, un élément important. De nombreux rapports sont sortis. Il y a le rapport Bockel-Lorjou sur l'Afrique et notre avenir à travers la langue. Il y a le rapport récent d'Attali de la francophonie à la francophilie, moteur de croissance durable. En fait, tous ces rapports et le rapport Hubert-Védrine, tous ces rapports que pose-t-il posent la question, en fait, de l'existence de la langue dans l'espace francophone. Et ce que dit monsieur l'ambassadeur est réel. La langue est porteuse d'identité. La langue est porteuse, en fait, de rites de coutumes. Or, la plupart des pays africains colonisés par la France en ont fait un élément, bien entendu, de poésie. On les connaît, les poètes, Henri Lopez, Tati Loutar, Djikaya Outamsi, monsieur Kourouma, qui ont écrit des choses belles, Léopold Sédar Senghor, qui ont écrit des choses belles dans la langue française. Bien, cette langue, en effet, qui marquait le trait culturel entre les anciens pays colonisés et la France, aujourd'hui, se trouve à un carrefour. Et le carrefour est lié au fait que les pays africains sont aujourd'hui dans la mondialisation. Et dans cette mondialisation, bien entendu, la francophonie s'est élargie. On parle de francophiles. Vous avez des pays, comme a dit monsieur l'ambassadeur, qui ne sont pas d'emblée francophones, qui n'ont pas la langue française. Et donc, c'est l'anglais qui arrive. Alors, comment faire cohabiter, en fait, l'anglais et le français, mais aussi ne pas oublier nos langues traditionnelles. Or, nos langues locales, nationales, viennent enrichir le français, bien entendu. Alors, il y a un français que l'on parle du côté d'Adjamé, il y a un français que l'on parle du côté du Mali, un français que l'on parle du côté de Congo-Brazzaville, qui sont en fait un français particulier. C'est la différence de la langue. Mais voilà, le problème, c'est que nous sommes maintenant dans une structure, et comme a dit monsieur l'ambassadeur, où, en effet, la langue française doit permettre, en fait, à ceux qui la parlent, aux locuteurs, ceux qui parlent
la langue française, 1, de s'en servir sur le plan scientifique, 2, sur le plan économique, 3, sur le plan de l'entrepreneuriat. Malheureusement, il se trouve que dans ces différents champs économiques que je viens d'analyser, c'est l'anglais qui triomphe. Faut-il pour autant rejeter la francophonie, la langue française? Non, il faut faire une synthèse. Et la plupart des pays africains l'ont bien compris et s'ouvrent à d'autres langues. Aujourd'hui, on s'ouvre même au mandarin, à la langue chinoise. C'est pour tout dire. Camille, vous êtes d'accord sur la diversification nécessaire des usages du français sur le continent? Oui, tout à fait. Mais il faut vraiment qu'on n'instrumentalise pas, qu'on n'idéologise pas l'utilisation du français. Moi, je partage ce qui a été dit par Lucien et Monsieur l'ambassadeur, son Excellence l'ambassadeur du Burundi. C'est que la langue, c'est un outil précieux. Prenons par exemple l'anglais. L'anglais n'appartient plus à l'Angleterre ou au Royaume-Uni. Les Américains, ils ont hésité, les Américains. Est-ce qu'ils utilisent le français comme langue ou, au moment de l'indépendance, ou l'anglais, qui était la langue du colonialisme britannique. Donc ils ont choisi l'anglais. À quelques voix près, hein, le français aurait pu gagner, mais bon, c'est une autre histoire. Donc c'est pour dire le pragmatisme. L'anglais n'appartient plus à l'Angleterre. C'est une langue qui est partagée par plusieurs pays. Le français n'appartient plus à la France. Il ne faut pas idéologiser. Pourquoi je dis ça? Je m'adresse à des pays, par exemple au Maghreb, qui ont arabisé en disant on va être plus nationaliste que les nationalistes, on va arabiser. Ceux-là même qui ont arabisé, ils envoient leurs enfants à l'étranger faire des études, ils parlent français dans leur famille, et moi j'ai assisté à des conférences où ils parlent uniquement en français. Mais ils ont appauvri, et maintenant c'est acté, c'est un échec. Il faut l'arabe. Moi je suis arabophone. Je suis bilingue, je suis même trilingue, même plus. Donc il faut la langue du pays maternel. Il faut le français dans notre continent. Il est important qu'on ait l'utilisation des deux langues, en plus de nos langues maternelles, de deux langues qui peuvent nous aider à communiquer, l'anglais et le français. Et ça a été dit dans le reportage, et son Excellence l'a bien dit aussi, c'est que même les pays anglophones devraient se mettre au français. Pourquoi? C'est pas une obligation, c'est pour qu'on puisse travailler ensemble, c'est pour qu'on puisse réaliser l'intégration régionale. On ne pourra pas réaliser l'intégration régionale si on ne peut pas se parler, si on ne peut pas se téléphoner. Et moi qui conseille beaucoup de sociétés, la langue pour moi c'est très important dans les contacts. Quand vous téléphonez au standard, la personne qui vous répond, il faut qu'il vous comprenne. Il y a, dans les standards d'une société, d'une institution, on ne peut pas demander aux gens d'être multilingues. Donc c'est un bon moyen de communiquer plus facilement. On a parlé beaucoup sur cette chaîne du développement du tourisme. La plupart des touristes, je pense à l'Afrique du Nord, mais même à l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de touristes qui viennent de pays francophones. Je pense aux Québécois qui ont aussi des accords avec des universités, avec des écoles africaines. Donc il ne faut pas qu'on enlève je dirais qu'on enlève ce moyen. C'est un instrument, il faut le prendre comme un instrument de communication, et même le Rwanda devrait mais c'est mon point de vue personnel, j'ai le droit d'exprimer mon point de vue, et tout le monde n'est pas obligé de prendre ce que je dis à la lettre, je peux me tromper, mais je dis il ne faut pas dire il y a génocide, la France est coupable, donc on se rabat sur l'anglais. Je pense qu'il y a beaucoup de Rwandais qui parlent le français, il faut s'enrichir 3-4 langues. Dans les pays de l'Est, les enfants, ils parlent 4-5 langues. Merci Camille. Monsieur l'ambassadeur, on va parler de Monsieur Buyoya, qui est candidat au secrétariat général de l'OIF. Un petit mot là-dessus? Bon, M. Buyoya, c'est le candidat du Burundi, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, je pense que, comme vous le savez, à la francophonie, rien n'est clair sur la procédure à suivre pour désigner un candidat comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, nous attendons, nous tous, sinon le gouvernement du Burundi l'a choisi en bonne conscience. Et bon, donc, c'est un bon candidat, comme tous les autres. Mais c'est un enjeu pour cette élection, quand même, que le poste de secrétaire général de l'OIF reste en Afrique.
Oui, je pense que les choses se disent comme ça. On dit que le continent, l'Afrique, c'est l'avenir de la francophonie, et il est tout à fait logique, si tel est le cas. Si les autres le voient de cette façon, que le secrétaire général de l'OIF doit être du continent. Et je pense que ça serait justice faite par rapport à ça. Et nous avons la grande majorité des populations qui parlent français sont sur le continent africain. Et d'après vous, les autres candidats, est-ce qu'il pourrait y avoir consensus autour de la personne de M. Buyoya pour justement représenter une candidature unique au niveau de l'Afrique? Bon, le consensus, c'est le terme qui est souvent utilisé, mais je pense qu'il y a encore du temps. Nous avons du temps jusqu'au 28 novembre, jusqu'au 30 novembre, il y a encore du temps. Je pense qu'il y a toujours des choses qui peuvent se faire entre-temps. Mais sinon, il faut remarquer que sur le continent, nous avons à peu près 5 candidats. Et je pense que ces candidats-là, on doit les présenter tels quels. Et je pense qu'on n'a pas de problème là-dessus. Et cela témoigne d'abord la maturité même de l'organisation. Parce que je vous ai dit, l'organisation est née. Et entre-temps, il a poussé les dents. Et entre-temps, il y a des ambitions qui peuvent se créer autour de cette organisation. Je pense que ça présage plutôt un bon avenir pour l'organisation. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les électeurs botswanais se sont rendus aux urnes ce vendredi pour les élections générales. Ils devaient choisir les 57 députés de l'Assemblée nationale et les 490 députés du Conseil pour les gouvernements locaux. Le Parlement élira ensuite le chef de l'État. Et le gouvernement burkinabé va soumettre le projet de loi portant révision de la Constitution à l'Assemblée nationale et qui pourrait mener à la tenue d'un référendum. Pour la première fois, le président Blaise Compaoré s'est exprimé sur ce projet de loi. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.